Bonjour et merci d'être aussi nombreux. Que la médiathèque a aujourd'hui la joie d'accueillir Madame Laurence Vallmin, philosophe, essayiste, auteur de nombreux ouvrages, dont certains dans la collection La philo ouverte à tous, docteur en philosophie, également enseignante à l'université de Toulon. Et aujourd'hui, grâce à son ouvrage L'énigme de la rose, elle élucidera un ensemble d'énigmes jusque-là ignorées et qui nous permettra d'aborder un nouvel éclairage sur cette œuvre et pouvoir avoir une relecture du Petit Prince. Je tiens juste à préciser aussi que Le Petit Prince est l'œuvre la plus vendue au monde depuis sa parution en 1943. Voilà, donc je vous laisse la parole. La conférence sera suivie d'une séance de dédicace. Donc si la conférence vous a plu, vous êtes engagé à acheter le livre. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bonne conférence. Merci à vous. Écoutez, je suis ravie d'avoir été l'invitée de la médiathèque de Saint-Denis parce que c'est un moment important que je participais à la diffusion de la philosophie et à la mettre à la portée de tous. C'est mon travail depuis des années, bien que je sois universitaire. Je fais des dérogations comme ça régulièrement à la fonction universitaire qui doit travailler de manière soi-disant sérieuse, comme dirait Saint-Exupéry, comme les grandes personnes dans son coin. Et je suis très contente pour ma part de me sauver de mes amphithéâtres, de mes bureaux, pour pouvoir rejoindre les médiathèques ou les lieux où effectivement je peux rencontrer des lecteurs. Je suis d'autant plus contente de voir que vous êtes nombreux, je m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux. Finalement c'est une très bonne nouvelle et pour ne pas déranger. Je ne suis pas venue pour rien, cet après-midi j'ai eu le plaisir d'avoir quelques lycéens qui ont déjà, on va dire, embelli ma journée et là ça va être une fin de journée bien agréable aussi que d'être parmi vous. Écoutez, on va parler de ce prince. Alors, comme on le disait, c'est une des œuvres les plus lues en ce moment, puisque c'est le deuxième livre vendu effectivement après la Bible. C'est quand même pas rien. Oui, ça vous rassure, parce que vous vous êtes demandé comment le Petit Prince, c'est juste après la Bible, mais enfin c'est quand même énorme. C'est vendu en plusieurs langues, bien sûr, c'est pour ça que ça marche très bien. Il faut savoir qu'il est sorti en 1943, bien sûr, mais en anglais, et que la version française est arrivée après. Et il faut savoir que Saint-Exupéry n'a pas eu le temps de contempler la version finalisée, puisque vous savez qu'en juillet 1944, il est mort des suites de son accident d'avion. Et donc, il n'a pas eu la joie, si je puis dire, de pouvoir tenir entre ses mains l'ouvrage achevé, alors qu'il en avait eu, en fin de compte, des ébauches, parce que bien évidemment, il l'avait lui-même illustré, il avait écrit, mais seulement il n'a pas pu voir l'ouvrage finalisé tel que Gallimard l'avait conçu initialement. Pour ce qui est de la petite histoire, je vais rester debout, peut-être comme ça, moi je serai mieux pour vous voir, parce que si je m'assois, je vais être complètement enfoncée. Pour la petite histoire, eh bien, ça commence ainsi. Moi, depuis que je suis petite, je lis beaucoup, on va dire, mais je ne lis pas parce que, comment dire, les livres peuplent nécessairement mon univers. Moi, je suis d'une famille tout à fait modeste et on aimait la lecture, on aimait l'histoire, on aimait l'art, on était un peu curieux de tout chez moi. Et par conséquent, j'ai appris à lire parce qu'on m'a mis entre les mains des ouvrages assez importants lorsque j'étais déjà enfant. Et pour tout vous dire, j'ai appris à lire à l'âge de 6 ans en gros, comme tout le monde, mais sur les 20 milieux sous les mers. Et donc c'est un ouvrage, je me suis noyée avec le capitaine Nemo parce que c'est très difficile à lire quand on a 6 ans. Et puis il y avait, c'était une histoire de garçon, parce que c'était vraiment le sous-marin, etc. Et moi je me disais, bon, vivement que j'ai autre chose, quoi. Et quand j'ai eu terminé, mon père n'a rien trouvé mieux que de m'offrir 5 semaines en ballon. Alors j'ai dit, maintenant que j'ai coulé, maintenant j'ai un léger. Et puis quand j'ai eu fini avec mes 5 semaines en ballon, j'ai eu droit, comme beaucoup, le dernier des Mohicans, Le Petit Prince. Alors là j'avais trouvé ça horrible parce que je m'étais dit comment on donne un livre où on parle d'un aviateur qui tombe avec son avion en plein désert. On me met en présence d'un petit garçon qui meurt à la fin, quelle horreur, quelle histoire étrange, enfin bref, j'avais pas adhéré immédiatement. Et puis après, bien sûr, le dernier des Mohicans. Et quand j'ai eu l'occasion d'avoir, pour le Noël qui a suivi, les valeurs de Sophie, j'étais rassurée, j'étais réconciliée avec la littérature, parce que je me disais, bon, c'est bien, on peut faire des bêtises, on peut être une fille, il n'y avait pas de problème, parce que c'est vrai que ça pose question. Et c'est vrai que les grandes aventures, c'est Jules Verne, on le sait bien, on a Saint-Exupéry avec l'aventure de la Técoère et l'Aéropostale, il y a des auteurs comme ça qui font, comment dire, la voix à des écrits particuliers. Et moi je suis très contente finalement d'avoir appris à lire de cette manière-là et de m'être enrichie de ces lectures. Tout ça pour vous dire que j'ai donc lu Le Petit Prince en n'ayant rien compris. Je l'ai lu en étant enfant, je l'ai lu en voyant une drôle d'histoire. Par contre, ce que je peux souligner, c'est que dès que je l'ai lu, bon,
dessins, bon d'accord, il y a des dessins, oui, un pilote, bon pourquoi pas, Saint-Exupéry et pilote, j'étais petite mais j'avais bien compris ce que c'était. Et puis c'est la suite surtout, on croise un petit gamin et puis on entend la phrase « dessine-moi un mouton ». Et quand j'étais enfant, je me disais, mais quelle drôle d'idée. Moi, j'aurais dit, dessine-moi une gourde pour que je me sorte de ma soif, dessine-moi un chameau pour que je monte dessus et que je sorte du désert, dessine-moi un billet retour pour que je rentre chez moi et que je ne reste pas coincée dans cette immensité dans laquelle je suis égarée. Bref, dessine-moi un mouton, moi, j'ai rien compris. Et puis, bien évidemment, on oublie le texte, on passe à autre chose. J'ai fait mes études de philosophie. Et puis un jour, je range ma bibliothèque. Alors je rassure tout le monde, je ne range pas ma bibliothèque qu'un jour, je la range régulièrement. Mais ce jour-là, parce que j'ai plusieurs épaisseurs de livres, j'ai pris les livres du fond pour les faire passer devant, etc. Voilà. Et je suis tombée sur Mon Petit Prince de Saint-Exupéry. Et par une sorte de réflexe, eh bien, je me suis assise par terre, j'ai pris mon livre et puis j'ai commencé à le relire le début. Et puis sans me rendre compte, j'ai tout lu d'une traite. Et ça m'a permis de redécouvrir Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Mais pareil, alors là, vous voyez, c'est quand même étrange. Il y a des lectures qui vous marquent dans l'enfance, mais qui vous marquent ensuite. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans la situation où, de la même manière, j'ai été interpellée par le mouton. Je me suis dit, enfin, quand tu étais petite, tu l'as lu, tu n'as pas compris pourquoi on demande un mouton, tu te retrouves à le relire bien des années plus tard, et tu te rends compte que le mouton, c'est toujours pas élucidé. Hormis que je me suis dit, il va falloir déformer l'histoire. Si c'est le mouton, c'est peut-être quelque chose de biblique, c'est peut-être en rapport avec la foi, c'est peut-être en rapport avec quelque chose de cet ordre-là. Or, bien évidemment, vous vous doutez bien qu'en philosophe curieux, eh bien, j'ai commencé à oublier que j'avais lu Le Petit Prince. Quelques jours plus tard, j'ai tapé sur Internet Le Petit Prince et la philosophie. Et là où j'ai été très étonnée, c'est de voir que Heidegger, philosophe dont aujourd'hui on parle beaucoup pour des contestations qui sont à mon avis puériles, parce qu'il a déjà répondu par lui-même à la question. Enfin bref, le grand Heidegger écrit que finalement, ce n'est pas un livre pour enfants, c'est moi le maître Heidegger qui vous le dit. Et il dit ça en allemand au moment où il s'occupe d'écrire la préface du Petit Prince, une fois qu'il a été traduit en allemand. Je me dis, tiens, étrange idée qu'un philosophe comme Heidegger qui fasse une préface, qui en plus écrivent cette phrase-là, surtout qu'ensuite, quand vous lisez les conférences d'Heidegger qu'il a données dans les années 56 jusqu'à en gros 76, ou en tout cas les articles qu'il a écrits, parce que pendant un moment il a été interdit d'enseignement, eh bien on voit qu'il a parlé de l'habitat du monde, comment habiter le monde, comment avoir une pensée nomade, et là je me suis dit, tiens, ça y est, on retrouve la pensée de Saint-Exupéry, comment on doit, à partir du moment où on tourne avec son avion, être dans une pensée nomade qui nous portera jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ce puits et en même temps jusqu'à la morsure du serpent. Donc ça y est, je me dis, je ne vais pas chercher pour rien, je suis déjà tombée en relation avec un philosophe, il va falloir donc que je creuse plus avant. Je peux vous dire qu'il existe 177 livres sur Saint-Exupéry, je les ai tous commandés, je les ai tous lus, et mon travail de fourmi a commencé là, c'est-à-dire c'est un travail d'enquêtrice. Pourquoi un travail d'enquêtrice? Parce que tous les écrits que je fais, en réalité, ou que je réalise, c'est toujours des travaux très fournis. Je tire sur un bout de ficelle, je me rends compte que ça commence à dépeloter le kilo vert, et je me dis allons-y, cherchons. Et je suis assez tenace, c'est-à-dire que je peux chercher pendant de nombreuses années, ne serait-ce que sur un mot, et le mouton m'a occupé 3 ans. Donc vous voyez, c'est quand même assez important, hein, mais quand je dis occupé, c'est même plus que ça. Ça m'a occupé, ça m'a interpellé, ça m'a agacé, ce que je ne trouvais pas. Ça m'a aussi, quelque part, laissé perplexe. Et puis, quand j'ai trouvé, j'ai été prise d'une sorte d'euphorie, un grand eureka, ça y est. Et c'est vrai que, bien évidemment, quand je vous livrerai l'aventure et la définition du mot, ou en tout cas la finalité de l'histoire, eh bien vous en serez vous-même surpris, vous direz, oui, effectivement, c'est quand même fort, pas fort parce que je l'ai trouvé, mais fort parce que Saint-Exupéry voulait nous dire quelque chose de très profond, de très particulier. Pour reprendre l'histoire, il y a des places devant pour ceux qui veulent. N'hésitez pas, hein, je ne mords pas, je ne postille même pas non plus. Allez-y, ça vous évite d'être debout. Alors, pour reprendre la suite de mon propos, et puis sinon, moi j'ai une chaise là, s'il y en a qui veulent s'asseoir là. Donc, mon propos est le suivant, c'est que je recommence à lire Le Petit Prince, mais cette fois-ci en me disant, il faut que tu mènes une enquête.
Alors bien entendu, j'ai lu d'abord sur Saint-Exupéry, sa vie, un ouvrage qui a été rédigé par sa mère et qui raconte son enfance. Il y a aussi un Américain qui s'est intéressé de très près à Saint-Exupéry, et surtout un auteur qui s'appelle Pierre Chevrier, qui a donné une biographie. Et Pierre Chevrier, quand je commence à tapoter pour savoir qui c'est, parce que je n'étais pas connue dans le monde de la littérature, bien je découvre que c'est Nelly de Voguier, donc la maîtresse de Saint-Exupéry. Alors là, je me dis, c'est vraiment intéressant parce que finalement, on a un écrit dans l'écrit, on a une histoire dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on veut nous raconter qui est Saint-Exupéry au regard de cette aventure qui est l'aventure du Petit Prince. Ensuite, on sait qu'en 1942, c'est Gallimard qui demande à Saint-Exupéry de rédiger un ouvrage pour les enfants. Et Saint-Exupéry est un peu perplexe parce que d'abord, il a une image de lui qui est plutôt une image de l'homme, un peu le pionnier de l'aéropostale, le pionnier d'une pensée sur l'aviation, en tout cas d'une littérature sur l'aviation. Et qu'on lui demande quelque chose en rapport avec les enfants, alors que lui-même n'a pas d'enfants, certes il a des neveux et des nièces qu'il adore, certes il aime bien faire des tours de magie pour les enfants des villages qu'il est amené à parcourir, mais bon, il est un peu surpris, et puis surtout, il se dit, mais moi je ne me vois pas écrire quelque chose pour les enfants. Et il confie à ce moment-là à Nelly de Voguier le fait qu'il lui donnera le manuscrit de manière à ce qu'elle le remette elle-même à Gallimard, mais pas avant Noël, pas que ce soit un ouvrage qui soit publié au moment justement des fêtes et de Noël justement pour les enfants, mais plutôt qu'il soit publié plus tard, c'est-à-dire dans le courant de l'année. Et c'est ce qui se passe en 1943, Le Petit Prince est publié un 1er avril, c'est-à-dire quelques mois après Noël, complètement en dehors de la période consacrée aux enfants, parce que Saint-Exupéry veut viser un autre type de public. Quel public? Et c'est peut-être Saint-Exupéry qui m'appelle. Que je suis très très heureuse. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que Saint-Exupéry, dans son esprit, avait bien calculé son affaire, parce qu'en réalité, on sait qu'en 1942, il est à New York. Il est dans l'embarras parce que physiquement, il a été blessé par plusieurs accidents d'avion qu'il a eus et qui l'ont en quelque sorte cloué au sol. C'est un homme qui est très au fait de l'actualité internationale et qui sait très bien que la guerre est là et que les missions qu'il aimerait entreprendre sont des missions militaires et que ces missions militaires amèneront à prendre d'autres types de risques. Mais en même temps, ces blessures, à un moment donné, le perturbent parce qu'on ne veut plus lui donner la possibilité de voler. Et pour lui, c'est un deuxième combat, le fait de devoir prouver à des officiers qu'il est capable de reprendre un avion, qu'il est capable d'aller remplir des missions, et surtout qu'il peut être, utile à son pays. Donc on l'a compris, c'est un patriote, c'est un homme d'engagement, c'est un homme qui a envie véritablement de poursuivre sa mission de pilote, et il essaie de faire bien des pieds et des mains, en tout cas il essaie d'intervenir auprès des uns et des autres pour pouvoir avoir la possibilité de voler encore quelque temps. C'est ce qui va lui arriver, et en 1942, si vous voulez, il est dans une phase d'attente par rapport à cela. Non seulement il est dans une phase d'attente, mais en plus, Consuelo de Saint-Exupéry, son épouse, la rejoint et elle vit avec lui, ce qui pour lui est assez compliqué. Pourquoi je dis compliqué? Parce que elle est très passionnée, le couple est assez fusionnel et en même temps assez tendu. Donc quelque part, lui, il est dans une phase où il n'est pas au mieux de sa forme, et elle est là, et il est obligé d'aménager les combles pour pouvoir aller écrire, et elle vient régulièrement l'enquiquiner un peu. Alors des fois, ça donne un peu des fusions comme ça de noms d'oiseaux, pour pas dire autrement, parce que justement, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, et c'est un peu compliqué. Mais Saint-Exupéry est content, il vient de recevoir un ordre pour lequel il vient d'avoir la possibilité de voler encore. Il va pouvoir se rendre en Méditerranée. Là, on sait très bien qu'il va s'entraîner, pas seulement en Corse, l'île d'à côté, ça y est, le nom m'échappe, vous allez l'aider. La Sardaigne, merci. Et donc, il s'entraîne en Sardaigne parce qu'il faut qu'il se remette au bout du jour des avions qui ont subi quelques transformations. Il fait quelques vols d'entraînement en disant d'ailleurs, il le confesse dans une de ses lettres, notamment la veille de son départ, il écrit sa dernière lettre dans laquelle il confie que les avions d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les avions qu'il a connus, parce que d'une certaine manière, c'est plus l'avion au sens celui qui nous permet de voyager avec l'idée qu'on dépasse l'homme par quelque chose de transcendant, mais vraiment des objets qui renvoient à la technologie beaucoup plus affûtée, et donc il le dit en précisant que l'avion n'est plus celui qu'il espérait, ou en tout cas dont il était fier d'être le pilote. Mais il est content de voler, il est content d'être sur ses avions,
Et le dernier vol se fera bien évidemment de la Corse en remontant vers, vers Lyon, puisqu'au départ, il devait faire des photos de reconnaissance pour voir où se positionnaient les Allemands, pour pouvoir éviter les morts dramatiques supplémentaires, on va dire, du côté des Alliés lors des débarquements de Provence ou autres. Donc voilà, on comprend la finalité, on comprend les dernières heures, en gros, ou les derniers mois de vie de notre ami Saint-Exupéry. On comprend aussi l'intérêt pour lui de reprendre les vols, parce que pour lui c'est une mission importante. Et on comprend qu'au moment où on lui demande de rédiger un livre pour enfants, lui, il est à l'heure du bilan. Il est à l'heure du bilan non pas parce qu'il pense que c'est sa dernière mission. D'ailleurs, un jour on lui avait demandé s'il était suicidaire, parce qu'il avait eu quelques accidents avec son avion, il n'était pas très chanceux, et il avait répondu la chose suivante, il avait dit non, pas du tout, et il dit comme ça, mais mieux encore, si je venais à y perdre la vie, pour vous ça ne changerait rien, mais pour moi ça changerait tout. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas du tout l'intention de se suicider et de mourir en vol, il aurait pu faire autrement qu'il l'aurait fait, mais il se trouve que la dernière mission est la dernière mission, et qu'à un moment où on lui demande d'écrire le Petit Prince, pour lui, il ne part pas pour mourir, on va dire, de ses missions de vol particulier, mais il part plutôt pour être celui qui va être utile encore à sa nation. Et son écriture, si vous voulez, à ce moment-là, elle est particulière, puisqu'il écrit le Petit Prince en se disant « Je ne veux pas que ce soit un livre pour enfants, mais je vais donner la forme d'un conte, puisque c'est ce que l'on m'a demandé, et en même temps, je vais écrire un récit autobiographique. » Quand on commence comme ça, on se dit « Ça y est, on va, dans l'histoire, recréer l'histoire. » On va essayer de réalimenter la pensée de Saint-Exupéry en comprenant finalement ce qu'il a voulu nous dire. Alors ce qu'il a voulu nous dire, c'est très simple. Déjà, vous commencez, quand vous ouvrez l'ouvrage, vous remarquez qu'on est en présence d'une espèce de serpent qui est en train de se battre avec une espèce de fauve, ils sont entrelacés l'un et l'autre, et on se dit, bah, tiens, c'est énorme, quelle idée de représenter ce dessin, et il nous explique qu'il a lu dans Histoire vécue, vous voyez, j'ai lu dans Histoire vécue, la cruauté que l'on peut retrouver dans Sainte Jungle. Donc quand les gens disent non, c'est pas un écrit autobiographique, à partir du moment où il commence par dire j'ai lu dans l'Histoire vécue, il faudra qu'on m'explique comment c'est pas autobiographique, alors que l'auteur le dit lui-même. Ensuite, il dit j'ai lu un livre pour lequel le monde était devenu la jungle, en gros. Et il se dit cette vision du monde m'a inspiré un premier dessin. À partir de ce moment-là, il représente un serpent boa qui a avalé un éléphant. Dessin numéro 1. Quand il fait son dessin, il est tout content de le montrer, de le soumettre à des regards, mais quand il le soumet à des regards, il se rend compte que les gens ne comprennent rien au dessin. Du coup, il s'enquiert de dessiner un dessin numéro 2. Dessin numéro 2 où il précise le contour de manière à ce qu'on voit que c'est un serpent boa, et l'intérieur notamment, on voit bien la forme d'un éléphant. Il présente à nouveau au regard d'autrui son dessin et il se rend compte que malheureusement personne ne comprend, personne ne prête attention aux détails et pour tout le monde c'est un chapeau. Là on a la compréhension de ce qu'on appelle en philosophie d'abord un mouvement qui s'appelle la Gestalt Theory qui consiste à dire qu'est-ce qu'on le regarde en premier, est-ce qu'on le regarde le fond ou la forme des choses. Qu'est-ce qui vous interpelle en premier? Et étonnamment, quand vous avez des individus qui portent un regard particulier sur le monde, ça se voit notamment dans la photographie, ou ceux qui ont l'habitude de filmer ou des choses comme ça, eh bien parfois ils ne regardent pas le contour d'un individu, mais ils voient plutôt ce qui émerge derrière et qui fait ressortir finalement l'individu en question. Ça, c'est ce qu'on appelle la Gestalt Theory, et ça donnera aussi la possibilité plus tard de créer dans la psychanalyse des rapports, vous savez, entre les formes que l'on va vous présenter, on vous demande ce que vous voyez un papillon, et on vous précise que c'était aussi le profil d'une femme. Maintenant qu'on vous l'a dit, vous le voyez, mais avant vous ne le voyez pas. Donc ça veut dire qu'il faut éduquer l'œil, il faut regarder les choses de manière particulière, il faut faire attention à ne pas s'arrêter au contour des choses, et donc finalement, ça reviendra à ce qu'il nous dit plus tard dans les pages à venir, il faudra aller à l'essentiel, parce que l'essentiel n'est pas visible aux yeux, mais c'est visible au cœur. Donc déjà, on est dans une démarche, on a compris qu'il y a un projet, il y a un dessin, et il y a un dessin qui se complique parce qu'il y a un combinatoire presque de l'emboîtement, j'ai envie de vous dire. Ensuite, le dessin en lui-même, il est particulier parce que déjà, quand on dit un dessin, on joue avec les mots, on sait bien que par analogie, par sonorité, par homophonie, on va tomber sur le dessin au sens de la destinée. Et il dit, moi quand j'étais enfant, je voulais devenir dessinateur, donc c'était un projet comme une destinée, je voulais devenir dessinateur, mais en même temps,
eh bien, chaque fois que je proposais mes dessins à ceux qui devaient dire « Oh, formidable !» eh bien, au lieu de se retrouver face à des commentaires qui pourraient relater un possible talent de dessinateur, les gens lui disaient « Oh, ben, c'est un chapeau », enfin, avec une sorte de mépris. Donc rapidement, il se dit « Ma destinée, qui normalement devait s'orienter vers la possibilité de réaliser un dessin, m'a renvoyé à mon propre destin, puisque, il précise, les grandes personnes ne sont pas drôles, quand on leur propose un dessin, elles ne s'intéressent pas à ce que vous leur montrez, mais de suite, elles vous font la morale. Elles vous font la morale, puisqu'il dit, les grandes personnes, je cite de mémoire, les grandes personnes m'ont bien vite conseillé d'apprendre le calcul, la géographie, etc. Donc là, on a bien compris, pour Saint-Exupéry, on lui a fait comprendre, dessiner, c'est pas sérieux, puis même en faisant un dessin ou un autre, ça sera jamais sérieux, c'est pas un métier, donc il faut apprendre, il faut aller à l'école, il faut faire un métier comme tout le monde. Quand on connaît la vie de Saint-Exupéry, on sait qu'à un moment donné, il a, parce que le rapport à l'aviation, ça a commencé quand il avait 10 ans, pour son anniversaire, on lui demande qu'est-ce qu'il aimerait avoir comme cadeau, et il répond, moi j'aimerais un baptême de l'air. Ce qu'on lui offre bien volontiers, puisque Saint-Exupéry, vous savez qu'il est orphelin de père très tôt, puisque le père, à l'âge de 41 ans, fait une rupture d'anévrisme sur le quai de la gare de Toulon, au moment où il s'attend à partir pour être, en quelque sorte, pour aller inspecter des lieux, parce qu'il était dans les contrats d'assurance, et il faisait un peu l'inspecteur pour vérifier pourquoi, ou les clauses, ou les conditions des accidents. Et donc, il était un peu expert en la matière. Le père s'en va, il a cette crise qui fait qu'il est foudroyé presque sur place. D'ailleurs, Madame de Saint-Exupéry est prévenue bien tardivement dans la soirée, parce qu'on ne sait pas qui est cet homme-là qui vient de s'effondrer. Et elle apprend, alors qu'elle a ses filles et ses 2 garçons, que son mari vient de décéder. Donc la vie de Saint-Exupéry, elle va être très simple quelque part. C'est qu'ils sont nobles de Saint-Exupéry, sans avoir l'argent des nobles. Ils ont des domaines, effectivement, mais ils n'ont pas une vie au sens où on entendrait, avec des titres et avec de l'argent, et en étant à vivre de manière simple, c'est-à-dire en étant des rentiers. Alors à partir de ce moment-là, Madame de Saint-Exupéry va devoir non seulement s'occuper de ses enfants, mais à un moment donné, elle va même travailler, parce qu'elle se rend compte qu'elle a besoin d'argent. Au départ, personne ne comprend qu'elle a besoin d'argent, donc elle travaille bénévolement, notamment pour les hôpitaux à Toulon, jusqu'au moment où il y a les hôpitaux militaires. Un officier se rend compte qu'elle a l'air d'être un peu chagrinée, et il lui dit « Mais si vous avez un souci avec un de vos enfants, dites-le ». Il a dit « Non, mais j'ai des soucis parce que je n'arrive pas à faire vivre ma famille comme je le voudrais. J'ai envoyé mes enfants chez ma soeur pendant quelques temps, mais j'aimerais les récupérer. » Et là, il lui dit, qu'elle cela tienne, on va vous donner un salaire de manière à ce que vous puissiez nourrir vos enfants. Donc vous voyez, la vie des Saint-Exupéry, c'est noble sans être noble, et sa mère a toujours dit aux enfants, elle leur a dit, vous savez, si vous allez au milieu de la foule, il faut toujours vous fondre à la foule. Il faut savoir parler avec tout le monde. C'est pas parce qu'on vit dans des châteaux et qu'on pourrait être considéré comme des nobles et comme des gens d'une certaine catégorie que forcément on ne doit pas parler à tout le monde et qu'on ne doit pas être à l'aise dans tous les milieux. Et ça, Saint-Exupéry, dès le départ, il l'intègre. Donc quand on lui dit, il faut faire des choses sérieuses, il se dit, tiens, moi j'aimerais être aviateur, il a 10 ans, on lui offre son baptême de l'air, il est le plus heureux des gamins. Quand, avec Védrine, donc pas quand même n'importe qui, il fait son premier vol, ça y est pour lui, l'idée de devenir aviateur est comme une certitude, il fera tout pour ça d'ailleurs, mais en même temps, comme il n'est pas très bon, entre guillemets, d'après ses professeurs, dans certaines matières scientifiques, eh bien quand il passe les examens pour pouvoir entrer dans l'armée d'abord, et puis ensuite pour pouvoir être pilote, on lui donne qu'un statut de mécanicien, parce qu'on estime qu'il n'est pas assez bon intellectuellement. Et il va avoir une période où, une fois qu'il aura eu son premier accident dans l'aviation militaire, il aura un moment où il va être un peu sur la touche, et il va se retrouver à faire du dessin, et des cours, et à suivre des cours d'architecture à Paris. Donc vous comprenez pourquoi, quand il parle du dessin, j'ai voulu apprendre à dessiner, j'ai fait du dessin, c'est une réalité, il a vraiment fait une année de formation en dessin. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, on comprend qu'on est vraiment dans le registre de l'autobiographie. J'ai fait du dessin, on m'a dit c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, donc va à l'école et étudie. Parce qu'il était celui qui n'avait pas vraiment bien réussi à tous les examens, il était juste moyen, et on aurait aimé qu'il soit meilleur. Saint-Exupéry, comme il veut être pilote, il continue, il travaille, il s'applique, et il va devenir pilote. Comment ça va se passer? Déjà, pour lui, c'est simple sans l'être, en fait. Saint-Exupéry va réussir à rentrer dans l'armée, et comme je l'ai dit, au départ, on va le placer comme mécanicien.
Et là, il va faire tout son possible pour aller voir ses officiers régulièrement, les harceler un peu en leur disant « mais moi j'aimerais piloter, j'ai réussi quand même, mais je ne suis pas dans les meilleurs, j'ai bien compris, donc vous donnez des avions prioritairement à ceux qui sont bons, mais moi j'aimerais, etc. etc. » Et à force d'en titiller un peu comme ça ses supérieurs et de dire qu'il est prêt même à financer lui-même, c'est-à-dire à payer son brevet de pilote, eh bien on lui laisse la possibilité d'apprendre à piloter et donc il est, on va dire, le passager d'un moniteur de vol qui lui apprend tous les rudiments de l'aviation sans qu'il puisse vraiment voler. Jusqu'au moment où on lui dit, ben, ça y est, vous pouvez prendre le manche, et la chose absolument folle qui lui arrive, c'est qu'il est tellement content qu'il fait une sorte d'accélération vers le ciel. Au moment où il donne son coup d'accélération, c'est ce qui lui vaudra d'ailleurs son surnom de pique la lune, parce qu'on pense qu'il voulait piquer la lune avec l'avion. Et donc, au moment où il s'envole comme ça, heureux de pouvoir piloter, l'avion a un problème mécanique et il commence à tomber. Bien évidemment, l'instructeur derrière il se tient en se disant, ça y est, je lui passe le manche et on est mort. Saint-Exupéry, par une espèce de sang-froid particulier, bataille avec l'avion et parvient à le poser. À partir de ce moment-là, son instructeur va dire, écoutez, à mon avis, quand on a un élève qui se débrouille pour ramener un avion en difficulté sans l'abîmer et en plus en ramenant son instructeur vivant, on peut quand même lui donner le titre de pilote. Alors il lui donne le titre de pilote, mais seulement il l'envoie à Salon-Provence. Là, il travaille pour avoir un niveau un peu plus, un peu plus performant. Il s'entraîne, il écrit, et il suit des cours de mécanique, il suit des cours de mathématiques, de physique, etc., pour enfin obtenir ce grade de lieutenant, et il est enfin heureux puisqu'il est reconnu par la profession. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'il est reconnu par la profession, on lui demande où est-ce qu'il veut être affecté. Et là, il choisit le Bourget du lieu mythique. Le lieu mythique, oui, mais là aussi, pas de chance. Notre ami Saint-Exupéry monte dans ses avions, fait ses entraînements comme tous les copains, tout va très bien, jusqu'au jour où arrive la grande parade du printemps du Bourget, comme il y a chaque année, et Saint-Exupéry se retrouve dans un avion. Au moment où il décolle, tout va bien, mais manque de bol, l'avion tombe en panne, et là, il écrit, il le relate d'ailleurs de cet écrit, et il dit, ben voilà, il ne me restait plus grand-chose, soit je tombais sur la foule, et il dit, je pouvais tuer femmes, enfants et hommes, il le dit comme ça, soit je prenais le risque d'une manœuvre compliquée qui risquait de m'envoyer moi à la mort, mais au moins je les épargnais eux. Et là, effectivement, il va se jeter dans un champ un peu plus loin, il va être blessé assez sérieusement, puisque pendant plusieurs mois, il ne pourra plus reprendre un avion ni même marcher, parce qu'il aura eu tous les traumatismes qui vont avec, et donc eh bien, sa carrière de pilote et militaire est interrompue immédiatement. Et c'est là qu'il va justement faire du dessin en attendant. Il va être embauché comme mécanicien dans la Creuse pour des, pour une fabrique de camions, donc c'est pas du tout son intérêt, jusqu'au moment où il entend parler par son patron qui voit bien qu'il est là à réparer des diesels mais qu'il aimerait plutôt être dans des avions, et son patron lui dit je viens d'apprendre qu'il y a un homme un peu fou qui vient de monter la grande entreprise de l'aviation privée où on pourra relier les continents par des courriers, si ça t'intéresse, tu devrais y aller et tu proposes ta candidature. Et c'est là qu'ils seront à Toulouse, rencontrent la TECOR, et là, c'est la grande aventure en fait de l'aéropostale, ça commencera comme ça. Et là, sur l'instant, il est assez content, donc il démissionne de l'entreprise pour laquelle il travaillait pour des moteurs de camions, il rejoint la TECOR, mais au départ, on le laisse simplement dans le statut de mécanicien. Jusqu'au moment où il a la possibilité de voler, et là il est très heureux parce que bien évidemment, ça y est, c'est l'aboutissement pour lui, on lui confie un avion, il va pouvoir faire des missions, et sa première mission sera la mission Toulouse-Alicante. Je vous raconte tout ça, non pas parce que je m'égare du Petit Prince, c'est parce que vous allez comprendre. Si je vous raconte qu'il y a un premier dessin dans lequel on ne comprend pas, un deuxième dessin dans lequel on ne comprend pas, un moment où on lui dit, les grandes personnes lui disent, il va falloir que tu travailles si tu veux devenir, en gros, ce qui t'intéresse, c'est-à-dire un dessinateur, mais pas seulement. Il va falloir que tu t'essayes autrement. Et donc, les grandes personnes lui rappellent qu'il faut qu'il fasse quelque chose de sérieux. Les grandes personnes lui racontent que le dessin, c'est pas sérieux. Mais en même temps, l'aviation, ça n'est pas non plus, d'une certaine façon. Parce qu'il y a deux types de pilotes. Il y a le pilote de la TECOR, c'est-à-dire le pilote presque de l'amusement, et il y a le pilote militaire. Bon, c'est une sorte de décalage entre les deux statuts qui est aussi mis en évidence. Vous savez que le monde littéraire a toujours dit que de Saint-Exupéry, avec une forme de mépris que je trouve un peu décevante, que c'était un postier volant. C'est quand même un peu minimiser la carrière et le charisme de l'individu.
surtout quand on connaît la grande aventure de l'Aéropostale, et surtout quand on connaît la grande aventure personnelle de Saint-Exupéry au cœur même de cette aviation, parce qu'il a quand même contribué à l'évolution de l'histoire de l'aviation. Alors, tout ça pour vous dire qu'on en arrive à un moment où on a compris qu'il parle de lui. On sait que c'est son histoire qu'il va nous raconter, et il va nous la raconter de deux manières. On va comprendre qu'il y a un Saint-Exupéry qui est celui de l'enfance, mais pas l'enfance au sens de l'âge, comme si on était petit. C'est un Saint-Exupéry de l'enfance parce que c'est la poésie, c'est l'étonnement, c'est être saisi encore par la beauté des paysages. C'est cet homme qui est capable d'avoir encore la candeur dans les yeux. Et il y aura le deuxième Saint-Exupéry, celui qui assiste à la dégradation du monde et des mœurs avec, bien entendu, l'invasion nazie au cœur même de l'Europe. C'est aussi celui qui voit bien que le monde n'est pas tel qu'il aurait aimé qu'il soit. C'est l'homme qui se rend compte qu'il y a le métier d'homme, et c'est pas la même chose que d'être dans la rêverie imaginaire qui consisterait à aimer le monde parce qu'on s'y épanouit. Il y a des enjeux, il y a des obligations, il y a des choses à faire. Et Saint-Exupéry, c'est un homme qui finalement a le sens de l'engagement, il a le sens de la parole donnée, et c'est celui qui, bien évidemment, veut tenir debout, c'est-à-dire c'est un homme droit, il veut être droit dans toutes les circonstances. Et c'est ça que nous raconte ce livre, finalement. Alors on comprend bien que, bien vite, on va être dans une situation particulière, un pilote qui tombe en plein désert. Tomber en plein désert, ça ne nous surprend pas. On a déjà parlé de deux chutes. La première, où il s'en tire bien quand il veut passer pour les pilotes. La deuxième, qui le somme finalement d'interrompre l'aviation pour les militaires. Et puis il y a un autre événement qui arrive, c'est la fameuse chute dans le désert de Libye, où il va tomber et où il va devoir marcher pendant plusieurs jours. C'est d'ailleurs là qu'il fera la rencontre d'un petit fennec qui le reprendra sous l'allure du petit renard que l'on retrouvera dans Le Petit Prince, de la même manière que Saint-Exupéry avait apprivoisé un petit fennec. D'ailleurs, si vous regardez ou si vous tapez sur Internet, vous verrez des photos de Saint-Exupéry avec l'animal à ses côtés, ou alors carrément en laisse. Donc vous voyez ce petit animal qu'il avait apprivoisé et qu'il était très, très heureux de posséder. Il avait aussi un petit lionceau à un moment donné, mais le lionceau a attaqué le mécanicien. Donc il a dit on va le relâcher, c'est peut-être pas la peine de garder des bestioles trop dangereuses. Et Saint-Exupéry, finalement, il avait un œil curieux, et y compris vis-à-vis des animaux qui n'étaient pas forcément de l'ordre de l'humain, mais avec qui il aimait entrer en relation, une relation particulière, vous l'avez compris. Donc voilà, on a tout le décor. Cet homme est déjà tombé plusieurs fois en avion, il sait ce que c'est. Il est à un moment où il est blessé physiquement et personnellement parce qu'il faut qu'il se repense. Il n'est pas bien vieux, on le sait bien, puisqu'il est né en 1900 et on est en 1942. Il n'a que 42 ans, mais d'après tous ceux qui l'analysent sous toutes les coutures depuis des jours et des jours, trop vieux, trop fatigué, trop épuisé, trop cassé, Enfin bref, il est toujours dans une image qui le dévalorise, alors que lui, il aimerait être celui qui contribue encore à l'histoire de sa nation. Autre chose aussi, vous savez qu'il a été contesté parce qu'à un moment donné, on lui a demandé de prendre part à deux choses. La première, les mouvements littéraires qui étaient à Paris et qui étaient alimentés et animés par Sartre voulaient qu'il entre dans le communisme et qu'il soit le philosophe, au même titre que toute la bande d'ailleurs qui était regroupée autour des deux magots, ces philosophes qui étaient des penseurs, mais qui étaient aussi militants pour la cause communiste de l'époque. Et Saint-Exupéry avait dit, moi je ne suis pas un homme de politique, donc je suis désolé, ça ne m'intéresse pas, je ne pourrais pas rentrer dans vos considérations, même dans vos débats politiques, c'est pas mon propos. Et puis la deuxième chose, c'est De Gaulle qui lui demande aussi la même chose quelques années plus tard. Et lui, pareil, il dit, vous savez, je n'ai pas le temps de m'occuper et de ma santé, et de mes avions, et de ce que j'ai à faire en tant qu'homme, si en plus il faut que j'aille faire de la politique et que je me mette dans un parti particulier. Et au moment où on lui demande en 42 finalement de prendre part et puis d'être un peu plus engagé, ben, il ne le fait pas. Et bien évidemment, certains diront il est pour Pétain, peut-être qu'il n'a pas véritablement compris les enjeux, etc. Et ça le chagrine parce que lui, il a très bien compris les enjeux, et le combat politique n'est pas le combat de Saint-Exupéry. Son combat, c'est un combat d'homme qui veut à un moment donné être à la hauteur de ses responsabilités, de ses engagements. Donc voilà, on l'a compris, c'est un homme qui tombe en plein désert, il tombe avec un avion qui tombe en panne.
il tourne en panne, et puis pendant quelques temps, ben, c'est vrai, il reste, comment dire, seul à réfléchir autour de cet avion en se disant, voilà, maintenant, je n'ai des vivres que pour 8 jours, il va falloir que je me débrouille, j'ai cassé mon moteur. Eh bien, ça y est, on est dans l'expérience de la solitude. En philosophie, il y a un concept qu'on appelle le solipsisme. Être solipsiste, c'est être solé et ipsé, seul avec soi-même. Ce qui veut dire que si je suis seul avec moi-même, eh bien, je ne peux méditer ma conscience qu'à partir d'un fond désertique. Donc, le solipsisme, c'est seul avec moi-même dans un désert. C'est donc ma traversée du désert. Donc, vous voyez, la mise en scène, elle est voulue, elle est souhaitée, elle est calculée. S'il est dans sa traversée du désert parce qu'il est blessé, il attend de pouvoir reprendre un avion, il est en même temps dans sa traversée du désert en tant que pilote. D'où l'événement initial, l'avion tombe, tout seul, en plein désert, il faut réparer, c'est urgent, il faut aller vite. Et il n'a pas le temps pour la méditation. À partir de ce moment-là, la nuit commence à arriver, jusqu'au moment où il entend une petite voix qui commence à lui parler, et cette petite voix, eh bien, lui demande un mouton. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Et là, c'est assez intéressant, parce qu'au départ, Saint-Exupéry est agacé, enfin le pilote est agacé d'entendre cette voix qui fait écho en lui, et puis il dit, mais moi je ne suis pas là pour dessiner, tu vois bien que je suis sérieux, et là il joue le rôle de la grande personne. Dessiner n'est pas sérieux, vous voyez, c'est l'inverse du premier paragraphe, où il disait, il faut dessiner pour être un poète, et là on lui demande de dessiner, il dit, mais moi je ne veux plus. Je ne veux plus, c'est-à-dire mon dessin a rattrapé mon dessin, ma destinée. Et là, il est seul avec lui-même, il entend cette voix est énigmatique. D'ailleurs, il dit, quand le mystère est trop grand, on ose désobéir. C'est une manière de dire, je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas pourquoi il me parle, mais il me parle. Et en même temps, il faut s'exécuter, parce que le petit prince a l'air d'être assez capricieux, l'exigence, elle n'est pas sympathique sur l'instant. Il s'énerve un peu, le petit prince, en disant, mais vas-y, il faut me le dessiner. Alors le pilote agacé griffonne. Mais non, mais ça, c'est pas un mouton. Alors c'est vrai, quand on regarde la première image, c'est un petit agneau. Alors il recommence, mais non, il a l'air fatigué, il a l'air malade, il est trop chétif, il a l'allure d'un bélier. Et puis il y a un agacement, mais là, celui-là est trop vieux. Bref, ça marche pas. Ça marche pas, tant et si bien que, exaspéré, le pilote désigne une caisse, donne ça au petit prince en lui disant, eh bien, tu n'as qu'à imaginer le mouton dedans. Ça y est, nous y sommes. Il vient de reprendre la parabole du serpent noir, dont on ne voit qu'un contour, et pour lequel il faut imaginer un éléphant à l'intérieur. On est toujours dans l'histoire de la Gestalt théorie. À partir de ce moment-là, je ne sais pas si vous, ça vous interpelle, moi je sais que ça m'interpelle. Quand j'en suis là, je me dis, mais c'est pas possible cette histoire. Il m'énerve. Mais il m'énerve. Et pourquoi il m'énerve? Parce que je vous le dis, on est en plein désert, on est dans une situation de crise, il faut absolument s'en sortir. L'autre, il lui demande un mouton, je ne comprends pas pourquoi il demande un mouton, mais en plus, il le met dans une boîte en disant, il faut l'imaginer. Je dis, mais c'est grotesque, c'est énorme, c'est trop, sur quelques lignes en fait. On en est qu'au deuxième paragraphe, on a fait 4 pages du Petit Prince. Et on se dit, mais toute l'histoire, ça va être des choses comme ça, mais c'est terrible. Et en même temps, on lit par ailleurs, moi c'est ce que j'ai fait. Et on découvre que le petit garçon en question, il est blond comme les blés, comme Saint-Exupéry quand il était petit. Pourtant, Saint-Exupéry, quand on le connaît adulte, il est bien brun. Maintenant, quand il était enfant, il était blond comme les blés. Ensuite, il avait une allure qui ressemblait à l'allure de l'enfant qu'il était aussi. Et puis, il y a le rapport ensuite à quand il va voyager à partir des planètes, etc., etc. Il y a une relation au roi et ses parents, enfin sa mère surtout, le surnommaient quand il était petit le petit Louis. Parce que comme ils habitaient au château de la Mole, ils avaient toute la grande terre pour eux. Et comme il jouait avec son frère, il faisait de la bicyclette et qu'il prenait des postures, il faisait un peu le roi dans son château. Donc on retrouve là, sous les traits de cet enfant, le double, si vous voulez, sympathique et, comment dire, poétique de notre pilote. Alors on a compris, on n'ose pas désobéir, le petit prince exige, on essaye de s'exécuter, on fait une caisse dans laquelle on doit imaginer un mouton, on est un peu perplexe, puis là on va commencer à poser des questions. Là il va commencer à dire, mais alors, d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Alors le petit prince, au départ il n'est pas trop bavard, puis il va commencer à raconter, il dit, mais d'abord il faut qu'on marche. Il faut qu'on se déplace, tu ne vas pas rester près de ton avion, si tu veux qu'on discute tous les deux, il faut qu'on marche vers un puits. Le but pour lui, c'est d'aller vers de l'eau.
Alors on est dans une sorte de mise en scène comme ça du mouvement. Le mouvement est un mouvement intéressant parce que c'est un mouvement de transition, de translation. On passe d'un point A à un point B. Et en même temps on chemine. C'est presque Aristote qui monte une école de philosophie péripatéticienne, c'est-à-dire on philosophe en marchant. Et là, la langue se délie. Et on a un petit prince qui commence à dire « Moi, je viens d'une petite planète. Elle est toute petite. » Ah bon, toute petite, donc c'est pas tout, mais elle est toute petite. Sur ma planète, bien pour venir, j'ai profité d'un vol d'oiseaux sauvages. L'aéropostale, c'est loin. Ensuite, on comprend que sur cette planète, il y a 3 volcans. 2 volcans allumés, nous dit-il, et un volcan éteint. Mais il nous dit que le volcan éteint est très utile parce que dessous, malgré tout, il est encore en activité et il est bon pour réchauffer, entre guillemets, la marmite. Et ça renvoie à quelque chose qui, dans l'ordre de l'affect, nous rappelle qu'il y a quelque chose qui existe encore, qui est encore dans la capacité de réchauffer et donc qui est rassurant. D'un autre côté, on a compris que les 2 autres volcans, il a fallu les nettoyer, de la même manière qu'il a fallu nettoyer la planète, et donc d'une certaine façon, on a déjà un projet éthique qui se profile à l'horizon. Pourquoi éthique? Parce que Saint-Texte ne nous fait jamais la morale, sauf une fois, où il dit qu'il s'adresse aux enfants, c'est pour dire la précision, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il ne s'adressait pas aux enfants, sauf là, quand il va faire allusion à ces baobabs qui sont capables de contaminer la planète, et d'ailleurs il le dit, il faut être vigilant, les enfants, soyez vigilants, ouvrez les yeux. Quand il dit aux adultes que c'est à eux à faire, entre guillemets, ce travail de nettoyage du jardin, il dit il faut arracher les pousses de baobab parce que c'est ces pousses qui vont tout détruire. Rappelez-vous, qu'est-ce que les pousses de baobab? La pousse de baobab, ça représente tout le mal dans le monde. Donc, il ne faut pas laisser pousser le mal, il ne faut pas le laisser germer. C'est très très d'actualité tout ce que je vous raconte. Hein. Non seulement il faut arracher les mauvaises pousses parce qu'il faut être vigilant, ce qui est d'une importance capitale, vous en doutez, mais dans baobab, il y a l'anagramme dédoublé de boa. Hein, on avait avalé, le serpent boa avait avalé l'éléphant. L'éléphant, c'est le symbole de la mémoire. Hein. Donc ça veut dire, attention, le serpent qui sera le serpent mauvais, s'il avale la mémoire, vous risquez d'oublier. Donc n'oubliez pas qu'il faut à chaque fois que vous soyez vigilant, que vous nettoyez votre planète et que vous puissiez veiller à ce qu'il y ait des bonnes herbes et non pas des herbes qui iront contaminer toutes les autres, les étouffer et les empêcher d'exister. Et il faut les arracher dès la racine, il ne faut pas attendre que ça pousse, que ça se déploie. C'est le seul moment où Saint-Exupéry fait une leçon morale pour expliquer que le mal engendre le mal. Et qu'à un moment donné, couper à la racine du mal, ça veut dire qu'on peut laisser germer le bien, ce qui est pas mal. Donc on a compris qu'il y a juste ce détour par la morale, mais après on reste bien entendu rivé et fixé à la pensée exclusive de ce petit personnage bien heureux qui va nous faire visiter des astéroïdes. Mais là on comprend. Il a nettoyé sa planète, il a enlevé les mauvaises herbes, il est venu par un vol d'oies sauvages, il est donc venu par la découverte. On a bien compris que c'est le double du pilote. On a compris qu'il y avait de la passion, puisqu'il y a des volcans, et en philosophie, le volcan, c'est toujours le symbole de la passion. On a compris qu'il y a de la passion, qu'il y a quelque chose qui couve encore sous la cendre, et puis on a bien compris qu'il y a quelque chose qui est plus profond, plus enfoui. Il y a un volcan qui est là, dans lequel la chaleur est là, mais c'est plus une chaleur cuisante au sens de quelque chose qui pourrait nous déstabiliser, nous faire souffrir ou nous rendre malheureux. Ce n'est même pas une nostalgie, c'est quelque chose qui est rassurant. En gros, il est en train de nous dire qu'il a quelque chose qu'il a rattaché à sa vie et qu'il n'oublie pas. Donc, on est rassuré, on a une petite planète, on a dit à peu près d'où il vient, on a situé le petit personnage. Il est un peu moins, comment dire, énigmatique qu'au début, mais on ne sait toujours pas tout. Là où ça va être intéressant, c'est qu'on va avoir la possibilité ensuite d'apprendre à voyager à travers, on va dire, des astéroïdes. Là où c'est intéressant, c'est qu'il va y avoir une comparaison à un moment donné, en tout cas une mise en relation avec, vous savez, ce savant qui arrive avec une allure un peu clownesque et qui un jour veut faire une conférence, et puis au moment où il fait sa conférence, eh bien tout le monde le regarde, et comme il a l'allure d'un clown, tout le monde lui rigonne, personne ne le croit. Là, bien évidemment, il manque de crédibilité parce que son apparence ne convient pas avec l'excellence du propos qu'il vient de formuler. En d'autres termes, deuxième avertissement, faites attention à ce que vous voyez. Ça peut très bien avoir l'air pas sérieux, mais être sérieux quand même.
Ça peut avoir l'air d'être gentil, mais il va falloir l'arracher parce que la pousse tendre et verte du baobab est une pousse de mauvaises herbes. Par contre, il nous dit, quand le savant qui fait sa conférence et qui devient la risée de tous revient quelque temps plus tard, dispense la même conférence, mot pour mot, à l'identique. Mais comme il a revêtu un costume et une cravate, donc l'allure d'une grande personne, ça y est, les gens l'écoutent, l'applaudissent et le trouvent absolument fabuleux. Deuxième avertissement donc, de Saint-Exupéry qui dit attention, méfiez-vous aux apparences, méfiez-vous à ceux qui ont l'air de rien mais qui ont quand même une humanité et un savoir en eux. Faites attention à ceux qui ont l'air d'être des jeunes pousses et qui en réalité vont être là pour corrompre en quelque sorte la verdure environnante. Faites attention aussi, soyez vigilants, ouvrez l'œil le bon, parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde où nous devons, entre guillemets, réhabiliter certaines valeurs qui se sont plus ou moins perdues. Donc, on est content, vous voyez, on commence à voyager, ça commence à s'installer, on commence à comprendre un peu le projet, mais on est loin du compte, bien évidemment, sinon ça vaudrait plus le coup de continuer et on en resterait là. Et là, on va commencer à voyager à travers les astéroïdes. On a l'expérience de ce savant, on a l'expérience de cette première petite planète d'où vient le Petit Prince, on a localisé une origine, et en même temps, on va commencer à cheminer. Alors on va trouver un géomètre qui lui, finalement, n'est que dans des calculs de superficie ou de surface. Là aussi, la superficie et la surface, ce ne sont que des contours. Donc c'est pas quelque chose, ou c'est pas quelqu'un qui va nous en apprendre beaucoup. Ensuite, on va se retrouver avec un businessman. Pareil, le businessman, il est sympathique. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, le businessman, quand il parle au Petit Prince? Il dit, ben voilà, je possède un certain nombre d'étoiles. Alors le Petit Prince, il est médusé, ah bon, alors des millions, bien sûr. Et là, le Petit Prince se dit, ah, tout ça, vous avez tout ça, c'est fabuleux, parce que lui, bien entendu, il aime regarder les étoiles, en tout cas, il aime les contempler. Et là, bien évidemment, on se trouve face à quelqu'un qui répond, oui, je suis content, elles sont à moi. Mais où les conservez-vous? Dans un coffre, à la banque. Et là, le Petit Prince, il est médusé, il dit, mais à quoi ça sert de posséder des étoiles si c'est pour les avoir enfermées dans un coffre? À quoi ça sert si on ne peut pas les contempler quand elles brillent? À quoi ça sert de thésauriser, c'est-à-dire d'accumuler les choses si on n'en profite pas? Première chose. Deuxième élément, on a mis où les étoiles? Dans un coffre. Ça veut dire qu'il fait une allusion directe au camp de concentration. Ça veut dire que les étoiles, c'est les étoiles juives, c'est tous ces gens qu'on enferme, qu'on déporte et qu'on déplace. Donc on est dans une situation où c'est triste, quelque part, c'est nostalgique et en même temps c'est très beau. Après, on voyage encore, on va se retrouver avec l'ivrogne. L'ivrogne, c'est celui qui dit au départ qu'il boit. Alors il dit, moi je bois parce que finalement, si je suis sans mon verre de vin, je suis presque malheureux. Il me faut cette addiction, je dépends de cela. Ah bon, alors le Petit Prince est surpris, mais qu'est-ce qui se passe? Je bois et quand je bois, je pleure. Alors, arrêtez de boire, maintenant, parce que quand je ne bois pas, je pleure aussi, parce que l'alcool me manque, etc. Et donc là, Saint-Exupéry veut nous alerter sur les addictions, sur ces moments particuliers où on se trompe de cible. Ces moments où, pour oublier qu'on est sensible, on va commencer à trouver des baumes apaisants, que ce soit l'alcool, que ce soit pour certains, ça pourrait être la drogue, ou d'autres, ça pourrait être le jeu, parce que jouer, ça donne l'impression d'une effervescence ou d'une puissance, alors qu'en réalité, il faut être raisonnable. Il faut savoir que Saint-Exupéry, lui, il aimait beaucoup pouvoir profiter d'un verre de Porto, notamment avec ses amis d'aviation, c'est-à-dire les amis pilotes. Mais comme il disait, il écrivait à sa mère, il n'avait pas beaucoup d'argent, il disait « Maman, pourriez-vous avoir la gentillesse de m'envoyer de l'argent ?» Et dans une de ses lettres, il dit « Envoyez-moi, s'il vous plaît, 300 francs. Parce que, depuis quelque temps, d'abord, il a fallu que j'organise mon déménagement. Ensuite, j'ai eu un souci dentaire. Et vous savez que les dentistes vous prêtent beaucoup d'argent. Et comment il est? Et puis il dit, mais non seulement ils nous prêtent beaucoup d'argent, mais en plus on se retrouve dans l'embarras parce qu'on a quand même quelques amis, et quand on arrive après nos heures de vol, etc., on est bien content de se retrouver aux messes et pouvoir offrir un verre aux amis, pour pouvoir créer l'échange en fait. Donc sa mère, elle lui renvoie ses 300 francs sans problème, parce qu'elle était absolument généreuse avec son fils. Et là, le fils écrit, et comme il l'avait d'ailleurs écrit un jour à son professeur, à un de ses professeurs de français, il dit, il faut savoir boire un verre, parce que c'est assez sympathique.
Un deuxième, parce que le deuxième nous permet de dialoguer, d'échanger, d'être plus proche finalement des amis. C'est le moment où la parole se délie et on est heureux. Et il dit, mais par contre, il ne faut pas en boire 3. Pourquoi pas 3? Parce que si on boit trop, finalement, on perd en quelque sorte le sens de ce que l'on est. On peut perdre la maîtrise de soi et donc on peut se laisser aller à dire trop de choses qu'on pourrait regretter ensuite. Ensuite, boire trop, à un moment donné, ça veut dire qu'on perd un peu aussi la maîtrise de ce que l'on est, et un pilote, ça doit rester droit, et un homme doit rester droit en toutes circonstances. Donc vous voyez, Saint-Exupéry, à ce moment-là, il veut nous montrer qu'on peut boire un coup au nom de l'amitié, on peut sympathiser autour d'un verre, mais on ne devient pas celui qui est accroché à l'alcool. Donc le lien à cette planète particulière où on pourrait être amené à rencontrer l'ivrogne, c'est une façon de dire qu'on peut boire pour oublier, puis quand on commence à ne plus oublier parce qu'on boit moins, finalement on aimerait de nouveau être celui qui est dans une espèce d'état de léthargie, c'est-à-dire d'anesthésie par l'alcool pour ne plus avoir à penser. Et pour Saint-Exupéry, il faut toujours penser. Ensuite, on a l'exemple de, comment dire, ce roi. Alors, je ne sais pas vous, mais quand on feuillette le Petit Prince, il est beau, moi je trouve beau ce roi. Alors, bien sûr, c'est un roi, il est content de voir avec le Petit Prince, il dit « Ah, enfin un sujet !» Il est content, il y a le manteau, l'hermine, c'est magnifique, ça fait de longueur terrible, et puis il dit au Petit Prince « Bonjour, bonjour, qu'est-ce que tu viens faire ?»« Eh bien, je suis le roi, il faut me saluer. » Alors, le Petit Prince, révérence, c'est une première fois. Et puis il dit « Ah, mais encore ?» Alors, le Petit Prince, une fois, deux fois, puis au bout d'un moment, ça commence à m'énerver un peu, puis il dit « Mais moi, ça m'amuse plus, donc je ne veux pas continuer à saluer comme ça, bêtement, quelqu'un qui me dit qu'il est mon roi. » Et c'est une manière de dire, en fin de compte, qu'on ne doit pas se laisser aller à une sorte d'autosatisfaction du pouvoir pour la représentation. Ne me faites pas dire que c'est d'actualité, moi je le pense profondément, mais il ne faut pas trop le dire. Donc ça veut dire que quelque part, on doit être un homme politique pour la charge du politique, et pas pour avoir l'apparat, pas pour avoir les intérêts personnels, pas pour pouvoir vivre dans une espèce de vie de représentation dans laquelle on se fait plaisir au détriment du peuple. Et là, ça devient intéressant parce que vous savez que Saint-Exupéry a écrit en parallèle un autre ouvrage qui s'appelle Citadelle. Citadelle, il a mis 10 ans en gros pour en écrire la substance qu'on en a aujourd'hui à la lecture. C'est l'œuvre inachevée, puisque vous savez qu'il est décédé pendant son vol, et c'est une œuvre qu'il avait commencé 10 ans plus tôt, et pour lui, c'était pas fini. Par contre, il avait précisé dans une de ses lettres, parce que bien entendu, j'ai vu toutes ses correspondances, il avait précisé que finalement, le Petit Prince, c'était le pendant au grand caïd de Citadelle. Dans Citadelle, vous retrouvez le politique qui est responsable de son peuple, c'est-à-dire de sa tribu. Et comme le politique est responsable de sa tribu, on se retrouve autour du puits, et au puits, les hommes parlent des affaires et expliquent comment ils vont organiser la vie sociale, et les femmes n'y participent pas. Et c'est après, les femmes vont autour du puits, elles lavent leur linge, elles parlent entre elles sont dans leur causerie de femmes, entre guillemets, ce qui sous-entend que finalement, pour Saint-Exupéry, il y a d'un côté le Petit Prince qui est celui d'une humanité ou d'une poésie à développer, qui est le pendant humaniste du caïd, c'est-à-dire celui qui a le rôle du politique, c'est-à-dire celui qui doit incarner l'efficacité pour son peuple. Quand on a compris ça, eh bien on comprend que la caricature du roi qui serait imbu de sa personne, qui ne deviendrait donc plus qu'une fonction, un porte-manteau, c'est-à-dire celui qui ne serait qu'une représentation de quelque chose qui renverrait à une sorte de bourgeoisie, de frasque, etc., etc., ce n'est pas le rôle d'un politique. Un politique ne doit pas non plus être aimé de ses sujets, c'est bien ce que précise Saint-Exupéry, mais un politique, à un moment donné, il doit susciter le respect de ses sujets. Et il doit éveiller chez ses sujets le sentiment de certaines vertus du politique. Le politique, s'il se délite, s'il n'est plus responsable de son projet politique, il ne peut plus être dans l'exemplarité. Si le politique n'est pas exemplaire, si en plus il est corrompu, et si en plus il manque d'efficacité, je ne vais pas vous faire un cours sur Machiavel, je vais vous en dispenser, mais c'est un peu ça, eh bien c'est pas un politique dans lequel les hommes peuvent se retrouver. Ils ne peuvent pas s'identifier à lui. Et en plus, bien entendu, ils ont l'impression que le pouvoir, comme une coquille d'œuf, on viendrait à se vider, et la coquille vide n'est pas la représentation ou la représentativité de ce que demande un peuple à son roi, entre guillemets. La métaphore du manteau, de l'hermine et de ce roi qui exige des courbettes, finalement, c'est pour montrer qu'à un moment donné,
l'homme qui n'attend par intérêt personnel, par vanité ou par des choses de cet ordre-là, que des célébrations ou des remerciements pour flatter son ego, ce n'est pas le politique. Le politique s'oublie pour son peuple. Le politique s'oublie pour l'intérêt général. Le politique s'oublie pour la res publica et la chose publique, comme on dit en latin. Donc on a compris qu'il y a une critique du politique. Il y a une critique de la fonction de l'homme d'État. Il y a une critique de l'homme qui serait plutôt enclin à se laisser aller à des débordements en buvant un peu trop. Et on comprend que le débordement, c'est aussi celui de posséder en banque des choses qu'on ne dépensera jamais. C'est quand même fou, ça. C'est un peu une relation, ou en tout cas un dédoublement de l'avare. Hein. Vous avez bien vu que dans l'avare, c'est abominable. À un moment donné, l'avare refuse de nourrir ses chevaux parce que ça coûte de l'argent. Et il préfère économiser, justement sur le dos de la bête, c'est le cas de le dire, et que les chevaux meurent plutôt que de les nourrir. L'argent qu'il compte en banque, c'est un peu Picsou, hein, il entend sonner l'argent, pour lui c'est plus enthousiasmant que de dépenser ou de faire plaisir ou de nourrir ceux qui en ont besoin. Vous voyez, c'est le drame humain, cette histoire-là. Donc on est dans une relation où, on l'a bien compris, il y a une critique de la possession dont on ne peut jouir, c'est une critique aussi de la caricature de l'homme, il y a une critique aussi de cet homme qui se laisserait aller à des excès, il y a une critique de l'homme qui voudrait le pouvoir pour lui-même parce qu'il ne pense qu'à ça et que quelque part il veut s'enrichir ou en tout cas se mettre en avant par la fonction plus que par le talent qui serait le sien. Bref, on a déjà fait le tour de pas mal de planètes et on se rend compte qu'on est dans une critique vive de l'humanité telle qu'elle est dans sa décadence. Alors, on pourrait les faire toutes, mais je ne voudrais pas non plus déborder trop sur mon propos. Il y en a une qui est quand même belle de métaphore, puisqu'on apprend que le petit prince adore les couchers de soleil. C'est quand même la planète de la lueur de réverbère. C'est magnifique parce qu'effectivement, on est dans une sorte de poésie, là. On est dans une poésie, elle est dédoublée parce que finalement, moi j'ai toujours renversé l'histoire. Vous savez, on dit toujours, bon, ben, le matin on se lève, on va travailler, etc. Donc, on se lève parce que le soleil se lève. Et puis le soir, ben, le soleil se couche et je vais me coucher. Et quand moi je lis Le Petit Prince, ben, vous voyez, je vois l'inverse. Je dis que la nuit se lève et que le jour se couche. Vous voyez ? Et ça veut dire que vous renversez tout. On n'allume pas le jour, on allume la nuit. Et pourquoi j'allume la nuit? Je vais vous expliquer pourquoi. Non pas parce que je n'aime plus particulièrement faire la fête ou que je vis la nuit. Mais je me suis rendu compte que je vois pas très bien, moi, avec mes yeux. En réalité, je trouve qu'en plein jour, je vois même rien. Je vais même encore plus loin, j'ai l'impression que je ne vois pas plus loin qu'un horizon. Vous me direz, c'est déjà pas mal. Mais je ne vois pas plus loin que ce trait qu'est l'horizon. Pour peu qu'en plus vous mettiez des immeubles devant ou des choses qui cachent tout, je ne vois même pas l'horizon. Alors qu'en pleine nuit, au moment où je sors de mon lit, j'ouvre les volets ou les persiennes et que je regarde le ciel, eh bien je me rends compte que je vois loin. Je vois toutes ces étoiles et ça me donne l'impression que le ciel a une profondeur particulière. Ça me donne l'impression que je peux aller en deçà de ce que je peux voir en plein jour. Et je me rends compte même que la nuit n'est jamais la nuit noire, c'est jamais la nuit profonde. Pendant la nuit, nous voyons encore, parce que la nuit, nous éclairons des astres. Et donc, eh bien, on a toujours calqué l'histoire de l'homme par rapport à la vision égyptienne du soleil, donc la puissance de Ra et de Ré, pour dire que c'est lui qui est le plus flamboyant, donc on donne la primauté au jour. Et moi, peut-être parce que je suis une femme, peut-être je suis orientée vers la lune, je n'en sais rien, je préfère donner la priorité à la nuit. Et par conséquent, j'allume la nuit et j'éteins la nuit quand j'ouvre le jour. Et là, c'est intéressant de voir que la lumière de réverbère, c'est celui qui n'a rien compris à sa tâche. Il n'a rien compris, pourquoi? Parce que le petit prince en est désespéré, il dit mais c'est fabuleux les couchers de soleil et les levées de soleil. C'est fabuleux parce qu'on arrive aux deux crépuscules. Les deux crépuscules, c'est les moments où justement on est dans les envols de la pensée. C'est les moments où c'est magnifique, où la lumière est plus belle d'ailleurs. Et un lever de soleil n'a pas la même densité de couleur qu'un coucher de soleil. Et donc ces lumières qui se relaient pour éclairer d'une certaine manière au jour et à la nuit, eh bien c'est ce qui enchante le petit prince. Mais celui qui a en charge d'allumer le jour et de l'éteindre, lui, par contre, il passe à côté. Il passe à côté parce qu'il est le petit fonctionnaire.
Je ne sais pas s'il y a des petits fonctionnaires parmi vous. Ce n'est pas une critique à l'égard des petits fonctionnaires que je vais faire là, mais malgré tout un peu quand même. Pourquoi un peu quand même? Parce que justement, ça veut dire qu'on lui donne une tâche. On lui donne une tâche qui sera toujours plus ou moins la même. Ça veut dire que s'il n'innove pas, s'il n'inaugure pas quelque chose de particulier, en d'autres termes, s'il ne prend pas le temps de regarder le soleil au moment où il se lève ou il se couche, jamais il ne pourra aimer sa tâche. Il ne voit qu'une chose, c'est le fait d'allumer ou d'éteindre. C'est plus le soleil qu'il regarde, ni le déclin, ni la levée du soleil. Il ne voit que l'acte d'allumer ou d'éteindre. En d'autres termes, il est dans un monde qui a en quelque sorte perdu son sens. On peut faire là un lien avec le petit fonctionnaire dans la peste de Camus. Vous avez tous lu la naissance et des morts à l'état civil. Tant qu'il n'y a pas la peste, il est tranquille, notre fonctionnaire. Il a un nombre à peu près identique de morts sur une année et d'une année sur l'autre. Donc, eh bien, il est là, au registre, il s'applique. Le nom, le premier prénom, le deuxième prénom, le troisième prénom s'il y a lieu, date de naissance, lieu de naissance, date de mort, lieu de la mort. Il s'applique avec son encre magnifique. Puis arrive la peste. Alors, on sait que pour Camus, la peste, c'est aussi une allusion à l'invasion nazie. Puis arrive la peste. Et là, quand il arrive la peste, eh c'est vrai qu'on est bien embarrassé parce qu'il y a une accélération. Une accélération du nombre de morts. Et bien évidemment, au départ, le petit fonctionnaire, il fait ça tranquillement. Puis d'un coup, il dit, mais il y en a encore, mais c'est pas possible, je suis en surcharge de travail. Alors qu'on parle quand même de gens qui sont morts. Et là, il commence à accélérer la cadence, jusqu'au moment où il dit, bon, écoutez, moi c'est simple, je ne vais plus les prénoms. Il y en a trop. Vous voyez? Et alors on se dit, mais il n'a pas la conscience, en quelque sorte, de la chose dont il parle, c'est-à-dire d'individus qui ne sont plus là parce qu'ils meurent de la peste. Et on apprend que ce petit fonctionnaire, un jour, sa femme l'a quitté. Et il se confie, il dit, j'avais écrit 2 lettres, et bien entendu, celui à qui il confie l'événement lui répond, et alors, qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Ah mais rien, je ne les ai pas envoyées, elles sont dans le tiroir. Mais elles y sont depuis combien de temps? Depuis 10 ans. Donc on comprend que, voilà, petit fonctionnaire, petite routine, on n'ose pas. On aurait aimé, mais on n'ose pas. Et puis le petit fonctionnaire ajoute, mais moi je suis à ce poste-là, parce que le fait de décrire des noms, etc., les naissances et les morts, j'ai l'impression finalement que je suis écrivain. Ah bon? Oui, je suis écrivain. D'ailleurs, j'aurais aimé écrire un livre. Ah bon, vous auriez aimé écrire? Oui, d'ailleurs, j'ai commencé. Ah bon, vous avez commencé? Oui, les 2 premières phrases. Et là, le petit fonctionnaire dit les 2 premières phrases. Alors, si je me souviens bien, c'est une belle Amazone traverse les allées fleuries du bois de Boulogne sur une jument blanche de type alezane. Mais non, mais il faut le faire. Le petit fonctionnaire nous dit ça. La peste se passe, l'enfant de cœur meurt, c'est dramatique, le médecin, lui, il a sa femme qui a la tuberculose, qui est en sanatorium, il ne peut pas la voir pendant tout ce temps-là, il ne peut pas la soutenir parce qu'il y a plus grave, etc., etc. La vie continue dans l'absurde le plus absolu, on connaît Camus, c'est l'absurde. Et à la fin, quand tout est terminé, avec tous ces morts, bien entendu, qui ont au lieu de la peste, et on comprend aussi que c'est une invasion nazie, eh bien, on a le petit fonctionnaire qui dit aux autres, alors vous rentrez chez vous? Ben oui, on n'a plus rien à faire ici, le médecin, il va aller s'occuper d'autres malades ailleurs, quoi, en gros. Et puis, la question se posait, alors et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ah ben, moi, je vais finir mon livre. Ah bon? Vous allez finir votre livre? Oui, mais avec ce que nous venons de vivre, il n'y aura plus d'adjectifs. Et là, il reprend la phrase, il dit, une Amazone traverse les allées du bois sur une jument. Donc vous voyez, pour le petit fonctionnaire, en gros, je dis le petit fonctionnaire parce qu'il y a une sorte d'allusion à Hannah Arendt et la banalisation du mal, le petit fonctionnaire qui n'a plus conscience de ce qu'il fait, quand c'est quelque chose de triste, c'est-à-dire envoyer des gens à la mort parce qu'on est celui qui va accélérer la solution finale, je pense au procès Ashman, eh bien, il ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'il s'en rend compte, mais pour lui, il faut qu'il accélère, à la limite, il tamponne des formulaires, et quand il ne voit pas les gens qui l'amènent à la mort, il n'en prend plus conscience. C'est Camus, avec ce petit fonctionnaire qui note des vies et des morts sans se rappeler que c'était des individus derrière les noms. Et Saint-Exupéry prend l'antithèse de ça, et elle dit, au moment où il y a quelque chose de beau, c'est-à-dire les couchers de soleil et les levées de soleil, ben vous avez un homme qui appuie sur les boutons, et qui dit on a accéléré la cadence, et qui ne se rend même pas compte non plus de la beauté des choses. D'où le rappel à la vigilance, en disant il faut savoir ouvrir l'œil
et ne pas simplement se laisser avoir par les petites brindilles, puisqu'à un moment donné, parmi les jeunes pousses, il y aura celles qui seront bonnes et celles qui seront mauvaises. Il faut donc savoir contempler, il faut savoir regarder les couchers de soleil, et puis ouvrir au jour ou à la nuit, présider au jour et à la nuit. C'est un moment primordial dans l'existence, puisque quelque part, c'est le renouveau, c'est le mouvement, c'est une sorte d'animation comme ça de la vie. On est séduit par tout ça, bien évidemment, parce que ça nous touche, on est interpellé par tout ça, parce qu'il y a de la poésie, bien évidemment, on est à l'affût. Et puis, entre-temps, il y a un petit personnage dont on ne doit pas oublier de parler. C'est le fameux géographe. Vous vous rappelez du moment du géographe? Ah, il est fabuleux, ce géographe. Parce qu'il voit arriver le petit prince, il est tout content, il voit un personnage, et puis le géographe, il fait « Alors, c'est comment chez toi ?» Ça, c'est comment chez toi? Ben oui, c'est comment chez toi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier là? Ah ben, il y a des rivières, il y a des montagnes. Le petit prince, il dit oui, il y a des rivières, il y a des montagnes. Et tu les as comptées? Non, je ne les ai pas comptées. Ben alors comment veux-tu que je couche ça sur mes livres? Et là, le petit prince lui dit, mais enfin, c'est vous, le géographe, c'est vous l'explorateur? Ah non, non, moi je ne suis pas explorateur. Je ne fais que raconter dans les livres ce que vous venez me dire qu'il existe. En d'autres termes, on est toujours en rapport à l'œil. On est dans l'idée que lui, il écrit des livres dans lesquels il n'expérimente pas le savoir qu'il décrit, mais par contre, les livres, il les transmet en disant aux autres, vous voyez, la vérité, elle est comme ça. C'est-à-dire que comme je l'ai écrit de façon doctrinale, comme quelque part elle est en quelque sorte écrite et posée par le scientifique que je représente, forcément, comme j'ai l'allure en plus, c'est pas comme le clown du début, j'ai l'allure, vous devez me croire et vous devez me considérer comme un savant. Bien évidemment, on a la mise en œuvre, la mise en scène justement, de je sais que je ne sais rien, de je manque d'humilité, donc oui, je ne vous dis pas que je ne sais rien. Je considère que quand vous me racontez les choses et que vous me les racontez bien, j'estime que ça suffit à être couché sur du papier et à être validé comme une connaissance parmi les connaissances. C'est quand même assez typique, en tout cas c'est en même temps tragique de se dire que l'homme finalement souvent n'a affaire qu'à des manuels derrière lesquels il ne s'attarde pas à éprouver la validité de ce qui est exposé à l'intérieur. C'est embêtant de se rendre compte qu'il n'y a pas de volonté de valider le contenu. C'est embêtant de se dire que bien souvent nous restons au niveau de la doxa, c'est-à-dire de l'opinion, ou à la surface des choses. Donc Saint-Exupéry, là, il nous lance un autre message. Il nous dit allez voir plus loin, allez voir derrière, cherchez à valider ce que l'on vous transmet. Mettez à l'épreuve la parole, le savoir que l'on vous donne, puisque quelque part, vous en êtes ensuite les détenteurs. Et si vous voulez démontrer quelque chose, il vaut mieux l'avoir vérifié, plutôt que de le transmettre bêtement, de manière doctrinale, sans que ça soit pour autant l'œuvre d'une vérité. C'est très à la mode, ça aussi, hein, comme argument. Donc finalement, on aime bien ce moment particulier, et puis surtout parce qu'il rend, comment dire, hommage à un moment particulier que moi j'aime beaucoup. Vous savez, Saint-Exupéry, je vous l'ai dit au tout début, quand je parlais de sa biographie, à un moment donné, il va à Toulouse, et la première mission qu'il fait, c'est Toulouse-Alicante. Vous vous rappelez de ça? Et quand il fait Toulouse-Alicante, il faut savoir que il tape dans le bureau, enfin, il faut entrer dans le bureau de Dora qui lui dit, voilà, demain c'est pour vous. Prenez l'avion, c'est vous qui prenez la relais. Et là, Saint-Exupéry, bien évidemment, il le relate hein, dans son vol de nuit, et puis même dans tous ses écrits de pilote, c'est toujours l'expérience qu'il raconte. Et là, il raconte son premier vol, justement. Et il dit qu'il se trouve face à son patron, hein, le Dora Gatecoer, qui le regarde, et Dora sent bien qu'il y a un questionnement dans le regard. Et Saint-Exupéry attend, il est un peu embarrassé, il voudrait poser une question, mais il se dit, on me confie en avion, si je commence à dire que je doute, ou si j'ai des questions à poser, le chef va me dire, bon écoute, tu restes au hangar et on fera partir quelqu'un d'autre. Et il n'ose pas. Et Dora, qui est un homme assez fin, le regarde et lui dit comme ça, bon, un dernier conseil, toujours voler au-dessus des nuages. Le jour où tu voles en dessous, t'es pas sûr de revoir la vie. Donc il a compris qu'en fait, il voulait un petit conseil de pilote. Saint-Exupéry le remercie, et il sort, et là il croise son ami de toujours, Guillaume. Son ami de toujours parce que c'est là qu'ils vont vraiment se rencontrer, et il restera l'ami de toujours. Guillaume, c'est extraordinaire. Hein. Guillaume, c'est celui qui part et qui a son accident dans la Cordillère des Andes, vous vous en souvenez, et quand il a son accident dans la Cordillère des Andes, il y a un moment particulier qui est extrêmement émouvant, qui est raconté d'ailleurs par
André Gide qui relate l'histoire des pilotes, d'abord parce qu'il a écrit la préface de Vol de nuit, ensuite parce qu'il est passionné par ce milieu-là. Il faut savoir qu'il est témoin du mariage entre Consuelo de Saint-Exupéry et Saint-Exupéry lui-même, donc il est au fait de l'actualité des pilotes. Et alors là où c'est extraordinaire, c'est qu'on sait que Guillaumet prend son avion pour la Cordillère des Andes, Guillaumet est marié, sa femme le suit partout. Et c'est une femme qui est tellement sympathique pour le milieu des pilotes que finalement elle est intégrée le soir quand ils vont boire un coup, elle est intégrée quand ils vont manger quelque part, elle est là en permanence. Et il y a vraiment un couple fusionnel entre Guillaumet et son épouse. Et quand Guillaumet tombe dans la Cordillère des Andes, bien évidemment, il est dans la neige, il est dans le froid, tout est glacial, il est perdu, bref. Et en plus, il est groggy de la chute, alors il tombe, bon bref. Il sort de l'avion et là il se dit, bon ben c'est foutu pour moi. Je vais mourir là, et il n'y a pas d'issue possible. Il n'y a pas d'issue possible parce que d'abord il n'a pas de vivre, parce qu'il est dans le froid, parce que d'abord il n'y a pas de moyen de visibilité, et il n'a aucun instrument pour s'orienter, donc il dit c'est foutu. Et puis dans ce moment de désespoir du c'est foutu, il se dit oui mais quand même, et là messieurs président de la Grève, quand même, si on ne retrouve pas mon corps, je ne serai que portée disparue. Et par conséquent, ma femme ne pourra pas toucher la police d'assurance. Non, c'est important de le souligner, messieurs, parce que quand vous avez du mal à nous prêter votre carte bleue, avec juste un petit code, vous savez très bien que si on dépense un peu, ça va être de l'ordre de quoi? 400, 500 euros si on fait un petit excès. Bon. Mais on ne va pas vous prendre des millions de la police d'assurance, donc ne mélangeons pas tout. Mais Guillaumet, il pense à ça. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à ramper dans la neige, puis à un moment donné, il se dit, là, je ne suis pas encore assez visible, donc il se redresse plus ou moins. Puis un pied devant l'autre, il marche. Et il marche pendant 3 jours sans s'arrêter. Et c'est là qu'il tombe sur une caravane, entre guillemets, qui monte à sa rencontre. Et là, il tombe dans les bras des secouristes, entre guillemets. 2 heures plus tard, il retrouve son ami Saint-Exupéry. Et en tombant dans les bras de Saint-Exupéry, il lui dit « Ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait ». C'est pour montrer, en fait, que bon, c'est le pilote, c'est l'ami, c'est celui qui est aussi dans l'engagement comme Saint-Exupéry. Toutes les correspondances de Saint-Exupéry sont fabuleuses. Il faut savoir que Saint-Exupéry, c'est pas qu'un pilote, c'est un type qui, quand il est en Afrique, notamment du Nord, du Maroc, et quand il est ensuite dans l'Afrique tout court, c'est un pilote qui, quand les avions tombent avec les copains dedans, il dit allez, on prend la Jeep, on prend de l'argent qu'il a demandé à la maman au préalable, il va à la rencontre des locaux et il explique bon, vous avez vu tomber un avion, oui, mais nous on a le pilote, on l'a mis en tôle. Mais non, 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 attendez, on va vous donner un peu d'argent, rendez-nous au moins le pilote. Puis après ça négocie, c'est des tractations, on récupère l'avion, il paye du carburant, enfin bref. Il y a des correspondances fabuleuses entre Dora, le patron de la DECOER, et Saint-Exupéry, où on voit les tractations, les négociations, comment il donne son argent. Même des fois, Dora est embêtée de ne même pas pouvoir lui donner complètement sa solde, parce qu'il dit c'est vous qui nous payez même les moyens de pouvoir continuer la grande aventure. Donc c'est vraiment un homme de cœur, ce Saint-Exupéry. Et puis, on l'a bien compris, quand il est dans ce moment particulier où on comprend qu'il va y avoir bien sûr l'image de la femme aimée avec la relation particulière qu'on peut entretenir, on sait bien que là il y a quelque chose d'important à dénuer, ou en tout cas à déliter dans l'histoire. C'est un homme d'engagement. C'est un homme qui à un moment donné considère qu'on ne peut pas abandonner l'autre. C'est un élément primordial. C'est un homme qui dit qu'il faut être vigilant dans la réflexion et dans la pensée. C'est un homme qui dit qu'il faut toujours garder sa lucidité. Donc quelque part, on comprend qu'il y a toujours un enjeu. Son premier vol est un vol, donc même s'il n'a pas encore la pleine conscience de ce que c'est que le métier de pilote, c'est un vol qu'il veut réussir. Et donc, au moment où il quitte Dora dans son bureau, il croise Guillaumet. Guillaumet qui a déjà plusieurs missions à son actif. Il demande à Guillaumet s'ils peuvent parler un peu. Guillaumet lui dit bien entendu, pas de problème. Et ils vont tous les deux s'asseoir à une table et ils commencent à parler. Et c'est là que Saint-Exupéry va recevoir son plus beau cours de géographie. Et il est écrit dans ce livre avec une majesté superbe, et c'est là que ça fait écho au premier paragraphe quand on lui dit qu'il fallait apprendre le calcul, les mathématiques, la géographie, etc. etc. Là, vous avez Saint-Exupéry qui questionne du regard Guillaumet. Guillaumet a très bien compris l'angoisse de Saint-Exupéry. Une angoisse qui n'est pas celle de piloter, mais de ne pas réussir comme il faudrait la première mission. Se perdre, arriver en retard et finalement se retrouver dans la situation où Dora lui dirait « Écoutez, Saint-Exupéry, franchement, vous n'êtes pas de pour piloter, restez mécano. » Et donc l'enjeu est pour lui d'importance.
Guillaume s'en rend compte. Et là, il commence à lui expliquer. Tu vas partir avec ton avion, reste toujours au-dessus des nuages. Quand tu es au-dessus des nuages, au bout d'un moment, tu verras, parce que c'est le lieu qui veut ça, le ciel va se dégager. Quand le ciel va se dégager, fais attention, tu vas voir au loin, au bout du champ, 3 orangers. Fais attention, les orangers, c'est innocent, c'est beau un oranger, mais si tu voles un peu trop bas, tu peux t'accrocher et tu peux tomber. Un petit peu plus loin, tu verras la ferme de 2 paysans. Tu verras, la femme, elle est brune, elle est comme ça, elle est toujours au bout du champ. Et quand elle est au bout du champ, tu vois, elle est plus ou moins à la cueillette, pendant que son mari est de l'autre côté avec les bêtes. Attention, là, tu vas tomber sur un troupeau de moutons. Fais attention de loin, si tu n'es pas vigilant, tu pourras croire que c'est des nuages. Mais non, c'est des moutons. Attention, un mouton, c'est doux, c'est inoffensif. Mais si tu t'en approches, et si tu dois te poser sur un troupeau de moutons, ce sera un carnage pour les moutons et pour toi-même. Et c'est comme ça qu'il lui raconte. Et il lui dit, et juste après cela, tu verras, tu pourras même faire signe aux paysans parce qu'ils te répondront. Et si tu voles suffisamment bas et que tu t'accélères pas trop avec l'avion, tu pourras les entendre parler ou rire. Et il dit, si tu continues, tu verras un petit ruisseau. Si tu ne vois pas de petit ruisseau, c'est qu'il a plu dernièrement. Fais attention, remets les gaz et vole un peu plus haut. Parce que la colline sera ocre et tu verras pas bien. Et en réalité, tu ne verras pas le relief et tu risques là de t'abîmer. Si tu as passé ce dernier cap, tu verras qu'en piqué derrière, tu as la possibilité de te poser. Tu es arrivé, c'est là le lieu de la fin de ton voyage. Saint-Exupéry écoute, et il parle comme ça toute la nuit. Et il conclut, et il en reparlera d'ailleurs dans le Temps des Hommes en disant « J'ai reçu de Guillaume mon plus beau cours d'histoire et de géographie, puisque pour lui, on n'était pas en train de dire la superficie d'un pays, on n'était pas en train de dire une densité d'habitants, on n'était pas en train de dire un puits, un ruisseau, une montagne. On était en train de dire, et il a une phrase magnifique, il dit, on était en train de dire le rire de paysans qui n'existaient qu'à des milliers de kilomètres de nous. Vous voyez? C'est-à-dire que quelque part, il venait de donner vie à un lieu, à un espace, et il venait de donner de l'importance à 2 personnes. Personne finalement ne se soucie. Et pour lui, c'était ça le véritable cours de géographie, celui qui permet de rencontrer l'autre. Donc voilà, vous avez tout le portrait de Saint-Exupéry, vous avez vu les astéroïdes, on est allé déjà suffisamment loin, je ne fais pas tous les astéroïdes, sinon on en a jusqu'à demain matin. Une fois qu'on a fini ça, eh bien on va entrer dans la relation avec l'élément qui sera un élément perturbateur, mais sympathiquement perturbateur. C'est le moment où apparaît sur la planète une espèce de petite brindille qu'il a failli arracher, d'ailleurs il le dit, mais qui n'est pas une brindille. On va comprendre que ça va donner une plante particulière avec un bouton tout vert, et puis il dira, ben, elle était longue à se préparer dans sa chambre verte, et on comprend que c'est la rose qui va éclore.